Madame, monsieur, bonsoir. Après la passion, après la tension, il y a décompression. Et ce soir, on va bien sûr se projeter sur cette demi-finale et pourquoi pas même les deux. Super carré en or, comme on l'appelle en tout cas dans tous les médias arabes et surtout qataris depuis le début de cette Arab FIFA Cup 2021. Ce quatuor, Algérie, Tunisie, Égypte et l'équipe du pays organisateur, le Qatar, qui sera l'adversaire des Algériens victorieux lors d'un quart de finale épique et plein de suspense et de tension avec probablement un des plus beaux buts de, soyons chauvins, on ne va pas avoir peur, un des plus beaux buts de cette année qui a fait le tour des télés dans le monde. Cette frappe des chacun y va, 45 mètres, 39 mètres, 40 mètres, peu importe. C'était un superbe but, une inspiration géniale de Youssef Belaïli qui propulse bien évidemment après la séance de tir au but l'Algérie en demi face au Qatar. Ce sera une autre paire de manches demain soir 20h à Doha pour une place en finale. Finale, c'était l'objectif de la sélection de Majid Boughara. On va débriefer encore une fois ce match de quart de finale, puis on va parler de cette demi-finale qui nous attend demain face au Qatar avec des invités que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Ça me rappelle quelques souvenirs. On est parti en Afrique avec l'entente de Sétif, puis l'USMA d'Alger. Et puis, bon, j'ai pas été à Omdurman, mais ça valait le voyage. Khaled Limouchi est avec nous ce soir. Bonsoir Khaled. Bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation. Et avec nous également, l'arrière latéral de l'USMA d'Alger. Il est légèrement plus jeune que vous, mais il joue dans le même club où vous avez joué. C'est Mehdi Benedine qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mehdi, merci d'être là. Bonsoir, merci à vous. Et en face de vous, ils ont une armada de questions à vous poser, peut-être même à me poser à moi. D'abord, c'est Farid Aït Saada qui est avec nous ce soir. Salut Farid. Bonsoir Riyad, bonsoir à tous. À côté de vous, Mahmoud Bouguermouh, un sourire en coin qui en dit long. Bonsoir. Bon. Bonsoir Riyad, bonsoir mais on va le garder ce sourire. On va essayer. Alors, messieurs, avant de parler de ce match, de ce quart de finale entre l'Algérie et le Maroc, on va voir ce sujet signé Saïd Fellak sur ce quart de finale historique qui a vu la victoire des Algériens au tir au but gagner leur place en demi-finale de cette Arab FIFA Cup. Au terme d'un match épique, la sélection nationale s'est imposée samedi soir devant le Maroc à l'issue de la séance de tir au but 5-3, 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire, validant sa qualification pour les demi-finales de la Coupe arabe des Nations FIFA 2021. فيهم دي بتي ديتاي يصنعوا الفارق. الحمد لله احنا كانت كاينه حراره ابار العياد تعب اللي كان، لكن لي جوار كانوا عارفين باللي راح نوصلوا حتى ال 120 jusqu'au bout. Les Verts, qui ont réalisé un match tout simplement héroïque, avaient ouvert la marque à la 62e minute sur penalty par Brahimi suite à une faute commise sur Belaïli. Le Maroc a pu égaliser une minute plus tard sur coup de pied arrêté, profitant d'une erreur de marquage de la défense algérienne. Lors des prolongations, le maestro Youssef Belaïli a redonné l'avantage aux siens à la 103e minute grâce à un but venu d'ailleurs d'une frappe des 40 mètres qui n'a laissé aucune chance au portier marocain. والبيتا يوسف انا كنت في التيره والله ما استنيتها كما نقولوا ما استنيتهاش انا جاتني بيزار كي دار وتيره هذيك نشكروه يوسف على المجهود تاعو ونشكر ثم كامل الزملاء. L'adversaire parviendra une nouvelle fois à égaliser à la 111e minute, là aussi suite à une grossière erreur de marquage. Lors de la séance fatidique des tirs au but, la chance a donc souri à l'Algérie qui se qualifie ainsi avec brio pour le carré d'as où elle rencontrera le pays hôte, le Qatar, ce mercredi soir. Algérie-Qatar, ce sera la question dans la deuxième partie de cette émission, mais on va débriefer ce quart de finale. Messieurs, Khaled, Mehdi, ma première question, comment vous avez vécu le match? Où est-ce que vous l'avez regardé? Et est-ce que vous avez pu regarder jusqu'au bout surtout? Parce que moi, j'ai pas pu. Non, sincèrement, oui. C'était un beau match, c'était une belle affiche. Et je l'ai regardé normalement, tranquillement. Sans pression? Non, avec beaucoup de sérénité. Je savais que ça allait être un match assez compliqué. C'est un derby. Mais j'avais confiance. J'avais confiance en notre équipe nationale. Et les tirs au but, quand ils sont arrivés, vous vous êtes dit quoi? C'est la pièce?
Oui, bah, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre, mais par rapport déjà au but de Youssef ou par rapport à la physionomie du match, je ne voyais pas sortir à ce moment-là. Il y avait un truc, on ne pouvait pas perdre. Exactement. Mehdi, vous l'avez vu avec des copains, seul? Non, je l'ai regardé tout seul le match, comme Khaled, assez serein, un petit peu tendu quand même, parce que peur de me faire chambrer par des amis marocains, mais sinon serein. Dès que j'ai vu l'entame de match et l'envie qu'il y avait, assez serein. Même sur la séance de penalty, on sentait une maîtrise. Alors, cette confrontation, elle avait des particularités. L'Algérie a des individualités exceptionnelles. Belaïli, Brahimi, de tous les spécialistes qu'on écoute, c'est probablement les meilleurs techniciens du tournoi. En face, il y avait une équipe expérimentée qui avait déjà gagné 2 CHAN, c'est-à-dire que c'est une équipe très homogène. Comment Bouguera a choisi de la jouer tactiquement? C'était quoi votre lecture? Est-ce qu'il y a eu des changements, des choix qui ont basculé pendant le match? Oui. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il savait qu'il allait jouer contre une équipe qui collectivement était meilleure que lui. Donc il s'est dit sûrement qu'il n'allait pas avoir la possession du ballon. Donc il a joué sur un bloc médian, il a mis le petit jeune Zerouki en espérant jouer de la verticalité, c'est-à-dire en espérant que son équipe ait la profondeur. Durant la première mi-temps, ça n'a pas très bien marché, même si c'est vrai qu'il y a un moment l'action où le petit Zerouki... Même si Zerouki, ça pouvait être péno quand même, ça pouvait être pénalty. Ça pouvait être, mais c'était trop peu par rapport à ce que je pense ce qu'attendait Magid. Il pensait avoir un peu plus d'opportunités. Et à la mi-temps, il a rectifié en consolidant son milieu de terrain, en faisant rentrer le jeune Draoui. Et là, je pense qu'il a eu une meilleure maîtrise. Justement, on a dit que c'était ça le coaching gagnant de Bouguera, parce qu'il n'a pas attendu la fatidique heure de jeu. Généralement, les gros changements, ça commence à la 60e, 58e, où on commence à changer. Mais là, à la mi-temps, il a choisi de sortir un attaquant pour faire rentrer le milieu qui est parfois offensif, parfois récupérateur. Vous le connaissez, Draoui du Chabab de Belouizdad. Et ça a stabilisé le milieu et ça a permis à l'Algérie de mettre un peu le pied sur le ballon et d'avoir les grosses occasions de la deuxième mi-temps. Par l'intermédiaire de Draoui, déjà dès l'entame de la deuxième mi-temps. Et je pense que cette action, même si elle n'est pas rentrée, elle a commencé à faire douter l'équipe marocaine. Parce que quand on revoit la physionomie du match, c'était à la première mi-temps, j'ai senti, même s'il n'y a pas une grosse domination, j'ai senti que les Marocains étaient plus entreprenants. D'où le changement de Magid. Donc en consolidant son milieu de terrain, en rentrant Zakari Draoui et en mettant un peu de pression dès l'entame de la deuxième période, mentalement, je pense qu'on leur a fait mal et on les a fait douter un peu. Sur le match, il m'a semblé sentir plus d'agressivité ou plus de pression sur les épaules des Marocains. Ça s'est fait ressentir sur les statistiques en nombre de fautes, en carton. Justement, est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait la différence? Je pense, pour avoir un peu lu la presse avant le match, il y a eu pas mal de soutien de la part de la fédération marocaine, ils ont parlé de primes. Le coach, après le match, a parlé d'énormes pressions dans la tête des joueurs. Exactement. Je pense que nous, au contraire, c'est ce qui a fait notre force aussi. C'est que nous, on a libéré sur de leur force. Pas sûr, mais on a pris ce match comme un derby, tout simplement. Avec l'éventualité de gagner, de perdre un match de football. Et eux, ils en ont fait peut-être un peu plus. Et je pense que la pression était trop lourde pour eux. Ça se sent au péno de toute façon à la fin. Les pénaltys, il faut être bien dans la tête. Exactement, ça se sent au péno. C'était une équipe, ça faisait 4 ans qu'ils jouent ensemble quand même. C'est normal qu'on attende beaucoup d'eux. Et ça s'est senti, c'est vrai, avec l'agressivité mise, beaucoup de fautes, beaucoup de tensions. Alors que voilà, nous, on a plutôt maîtrisé le sujet. Ce qui est révélateur et ce qui confirme ce que vous dites, Khaled, c'est la déclaration de Tougaï à la fin du match, celui qui a tiré le dernier penalty, qui l'a marqué. Il a dit « c'est moi qui ai choisi d'être le dernier tireur ». C'est difficile, parce que moi je le sentais redire certainement ou dire des versets du Coran juste avant de tirer. Il essayait de se concentrer pour évacuer tout le stress, parce que c'est tout un peuple qui attend que le ballon rentre. C'est une responsabilité, bien sûr. Il faut avoir du cran pour dire c'est moi qui tire le dernier, parce qu'il est compliqué le dernier. Bien sûr, à 21 ans, faire le match qu'il a fait en plus, costaud dans tous les duels, c'était tirer le dernier penalty. Faut y aller. Alors vous êtes défenseur, tu as été défenseur parfois milieu récupérateur. Parfois en 8, je ne sais pas si ça s'est arrivé aussi. Toi aussi, tu es défenseur. Comment on a défendu face à une équipe
qui attaquait beaucoup, qui nous harcelait et qui est toujours arrivé à revenir au score. C'est compliqué aussi mentalement. Non, bien sûr, mentalement, justement, les Marocains ont fait preuve d'une grosse mentalité, c'est-à-dire être mené 2 fois et revenir. À chaque fois, c'est que voilà, il y a de la qualité, puis il y a un gros mental. Maintenant, nous, comme je vous l'ai dit, je pense que collectivement, ils étaient meilleurs que nous. On sortait aussi d'un gros match contre l'Égypte. Donc il y avait peut-être un peu émoussé physiquement, peut-être. Il était bizarre ce match face à l'Égypte. Ouais. On jouait face à l'Égypte, on jouait pour le tableau d'affichage et on jouait pour les cartons. C'était compliqué de gérer ce genre de match pour terminer premier parce qu'on était déjà qualifié. En plus, et puis il y a l'Égypte aussi. On a une histoire aussi avec l'Égypte. Une histoire que vous connaissez bien. Exactement, donc c'est toujours difficile de calculer ce genre de match. Tout ce qui est derby maghrébin, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de points, il faut gagner tout simplement. Comment ils vous jouent les Égyptiens? Psychologiquement, ils sont très solides. Il y a une mentalité, surtout quand ils jouent contre nous. Bien sûr, il y a beaucoup de fraternité entre nous, mais sportivement, il y a aussi ce mental qui fait parfois la différence. Et il l'a fait cette fois-ci, la différence sur les cartons. Bien sûr, il y a un peu plus d'expérience aussi. Il ne faut pas oublier aussi que Majid a récupéré, entre guillemets, pour cette Coupe arabe, pas mal de nouveaux joueurs avec lesquels il ne travaille pas forcément avec la CHAN. Donc, contrairement à l'Égypte, où c'est une équipe, quasiment l'équipe A, qui joue, à part leurs deux vedettes, Salah et celui qui joue Arsenal. Donc, on sent qu'il y a pas mal d'expérience, on sent qu'il y a pas mal de qualité collective. Donc, ça s'est un peu ressenti sur, justement, le fait qu'ils ont cherché à provoquer des cartons, ils ont provoqué tout ce qu'il y avait. On a fait un peu c'est le plus jeune joueur du tournoi, je crois, c'est le jeune du Paradou. Qui prend un rouge malheureusement à la fin. Il a remplacé Abid à la dernière seconde avant de partir. Et là, le pauvre, il était dépité, il était en retard. Mais ça, c'est la pression aussi qui est difficile à gérer. Il y a aussi autre chose, c'est que Bouguera a vu sa sélection souvent changer avec le temps. Notamment avec des joueurs que moi je trouve brillants, que d'ailleurs tout le monde trouve brillants, c'est l'ancien attaquant de Sétif, Amoura, Recha et également le joueur qui... non, le fils du grand Zorgan aussi. Messaoudi, c'est des joueurs cadres, c'est des piliers de l'équipe qu'il n'a plus. Et il savait, il l'a dit, je sais que je ne pourrais plus compter sur eux. Non, mais bien sûr, en fait, il le sait. Et lui, son principal objectif, avec l'envie de gagner cette Coupe arabe, c'est surtout de préparer un maximum de joueurs pour l'équipe A. C'est ça le plus important. Vas-y, Farid. Oui, bon, il faut vraiment situer l'importance de cette victoire. Parce que c'était un match entre une équipe qui en était à son 4e match. Avant la Coupe arabe, ce groupe n'a jamais joué ensemble. Exactement. Donc c'est le 4e match. Face à une équipe qui était à 30 matchs sans défaite, je crois. Face à une équipe qui en est à sa 4e année. Pas son 4e match, sa 4e année. C'est une équipe qui a été constituée en 2017, dans la perspective du CHAN 2018, que cette équipe a remporté. Après, Amouta est venu, qui était déjà auréolé de plusieurs titres en Afrique, en Asie avec 7. Il a repris une équipe qui marchait bien. Il a encore amélioré pour remporter un 2e CHAN consécutif en 2020, donc c'était pas n'importe qui. Et cette équipe de joueurs locaux, il l'a renforcée avec des joueurs évoluants. Il y a des joueurs qui jouent à Ali, comme le défenseur central. Qui joue à Zamalek. Il y a Benno, le capitaine, qui joue à Ali. Et donc il y a aussi Azaro qui joue aussi à l'étranger. Donc c'est des joueurs expérimenté. C'est une équipe plus expérimentée que celle de l'Algérie. L'Algérie, c'était pratiquement l'équipe C. Alors, ça me permet de poser une question à tout le monde d'ailleurs. Est-ce que ce match peut être un tournant dans l'histoire et l'évolution de cette sélection est-ce qu'il y a un après et un avant Algérie-Maroc en quart de finale de Coupe arabe? Par rapport à Majid? Par rapport à Majid et tout l'esprit du groupe aussi. Non, bien sûr, mais c'est un match référence, je veux dire. De toute façon, déjà depuis la consécration en 2019, il y a un esprit qui s'est installé au niveau de l'équipe nationale, que ce soit la A ou la prime, je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a un esprit qui s'est installé, c'est un esprit compétiteur. C'est pas le premier qui dit ça. J'ai entendu beaucoup de journalistes et même des techniciens tunisiens, Nabil Kouki ici, mais aussi des journalistes à Radio Mosaïque, comme notre invité de la semaine dernière, également en Tunisie, qui pensent qu'il y a un esprit depuis 2019 qui plane comme ça. Il y a une nouvelle mentalité du football en sélection. Bien sûr. On peut dire que c'est un match référence. On se dit qu'on a on peut avoir 23 joueurs en sélection A qui brillent, qui gagnent la CAN, et 23 autres joueurs qui peuvent aussi gagner une Coupe arabe, qui ont l'ambition de gagner une Coupe arabe ou une CHAN. Être compétitif avec les deux équipes, c'est à noter. Ce qui a changé, c'est qu'il y avait une certaine époque où un joueur local
n'avait pratiquement aucune chance de jouer en sélection A. Khaled Mouché était une exception. Lui et l'Aïfaoui. C'était les exceptions qui ont confirmé cette règle. C'était peut-être, mis à part les gardiens de but, les seuls joueurs locaux. Il y avait lui à l'époque, il y avait l'Aïfaoui, il y avait. Il va m'en vouloir l'ancien capitaine de Schleff. Samir Zaoui. Oui, ils étaient très peu. Ils étaient 4, très peu nombreux. Mais après, Ali Lozic a instauré une concurrence. Il a lancé Belkalem et Slimani qui jouaient en Algérie. Ils ont joué la Coupe du Monde. Et là, les joueurs locaux ont repris espoir. Avec la venue de Djebel Mouadi, c'était vraiment la renaissance. Maintenant, même les joueurs locaux, ils jouent sérieusement dans l'équipe. Après, alors que certains venaient en traînant les pieds, parce qu'ils savent que maintenant, ils ont une réelle chance, s'ils brillent, de rejoindre l'équipe A. Et on l'a vu, Medji Bouguera a toujours répété, et dans des déclarations au site officiel de la FAF, que cette équipe, avant tout, est destiné à donner des alternatives à Djebel Belmadi. Il a même dit encore aujourd'hui, je travaille pour Belmadi. Je travaille pour Belmadi. Il travaille pour l'équipe nationale et pour Belmadi, parce que c'est son... Quand je dis pour Belmadi, ça veut dire pour les A, quoi. Non, mais bien sûr, exactement. En fait, ça montre à quel point il y a un panel de joueurs qui est important en Algérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quasiment doublé quasiment tous les postes, même triplé certains. Et c'est de bon augure. Là, le jeune que disait Mehdi, c'est le Touga qui a 21 ans. Donc voilà, il y a la relève qui arrive et c'est important. On va beaucoup parler de défense aussi. Oui, j'ai rajouté, comme si les défenseurs titulaires, c'est un peu symbolique, ont ressenti le danger comme par hasard. Cette semaine, ce week-end, Attal a marqué, Bessib'ini a marqué, Mandi a marqué. Voilà, c'est comme les places sont chères aux élections. On va parler justement de la défense qui est peut-être le gros problème de Belmadi avant la CAN, même si maintenant Samuel Eto'o, le nouveau patron de la FECA Foot, a aussi des problèmes avant le lancement de la Coupe d'Afrique. On va en parler, qui se jouera au Cameroun. On rassure tout le monde. Il n'y a pas que sur nous qu'a eu beaucoup d'effets ce match. Sur les réseaux sociaux, sur le net en général, sur le web, il y a eu une déflagration de boutades. Déflagration, c'est le mot. Je ne l'ai pas employé pour rien. Et vous avez un peu regardé ce qui s'est passé sur le... On s'est régalé ces derniers jours. Comme à chaque fois, les Algériens ont fait preuve d'énormément de créativité, d'humour, d'imagination. Et le but de Belaïli, bien sûr, a favorisé le tout. Donc on a été chercher un petit peu des choses sympathiques à voir. Le but en lui-même qui a été revisité par des monteurs vidéo avec des petits effets spéciaux. Pas seulement par des monteurs. Il y a une grosse compagnie qatari qui s'est inspirée du geste magique. Un des partenaires de la FIFA qui a usé de ses droits en tant que partenaire pour faire une petite campagne digitale. Mais on s'est quand même attardé plus sur les réactions autour du but de Belaïli. Alors vous allez voir son père, vous allez voir un ancien international que vous connaissez, et vous allez voir la rue algérienne. On va regarder le VTR et on débrief. On regarde. Donc on a vu... Décryptez-nous ces images un peu la palette, il faut une palette là pour décrypter. On a vu donc successivement le but magnifique de Belaïli. Une parodie avec le ballon au feu. Avec des effets spéciaux, vu la puissance. Ça rappelle un dessin animé des années 80, vous n'étiez pas né encore. Si, mais justement, il s'est exprimé cet après-midi. Il a dit qu'il avait été influencé par Olive et Tom, Captain Majid pour les locaux. Et on a vu la réaction très, très émouvante de son père
qui était en larmes à l'issue de la rencontre, et notre ami Rafiq Halish qui est consultant sur un plateau de télévision, un plateau entre guillemets de télévision, et qui a. En fait, ce qu'on voit pas dans l'image, c'est que c'est un plateau où ils sont tous par terre comme ça sur un tapis, pieds nus, et chacun a son moniteur. Et puis dès qu'il a vu le but, il s'est levé et son moniteur, c'est ce qu'on voit pas, il part en éclat. Son moniteur, il est parti. Mais... Et pour la petite anecdote, le père de Youssef Belaïli s'est exprimé sur Instagram après le match et a dit que Youssef l'avait prévenu que le gardien marocain jouait haut sur le terrain, jouait au pied, et qu'il tenterait à la moindre occasion une frappe lointaine, et c'est ce qu'il a fait. Il en a raté, il me semble, une en première mi-temps, et la deuxième a fait mouche. Il en avait raté une au coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Il voulait directement tremper le gardien au coup d'envoi, mais après il n'a pas raté sa deuxième tentative. Alors, je me retourne vers vous quand il parle comme ça des particularités de certains joueurs ou des gardiens. Est-ce que par exemple dans les tirs au but, j'ai entendu que des joueurs parlaient entre eux en disant ce gardien il a tendance à arriver au sol plus vite à droite qu'à gauche, il est plus faible en balle aérienne sur le côté droit ou sur le côté gauche, ou alors il y a un joueur qui joue plus au milieu ou à droite ou à gauche? Non, bien sûr, il y a des informations, généralement c'est l'entraîneur des gardiens. J'ai même entendu dire qu'il y a, par exemple, en sélection allemande, il y a une stratégie... Pardon, mais sans aller sur les Allemands, sur Mbolhi, si on revisionne la séance de tir au but, il a plongé donc à sa gauche sur les 3 premiers, et sur le 4e, qui est censé être pas le tir décisif, mais qui ouvre la porte à la victoire, il a bluffé, il a changé de côté, il a plongé à sa droite, et il a arrêté le tir au but. Parce qu'il a laissé 2 buts, je crois, passer à sa droite, pour peut-être tenter le joueur du 4e tir à choisir le côté où... Je ne pense pas qu'il a laissé passer, mais à mon avis, comme il disait, c'est peut-être une stratégie. C'est des choix. On dit que par exemple chez les Allemands, comment il s'appelle le gardien de la Mannschaft, Neuer, a cette stratégie. Il fait 4 fois à droite et 1 fois à gauche, 4 fois à droite, et il est sûr au moins de tomber sur un ballon. Il y a comme ça des stratégies. Mais il y a des entraîneurs de gardiens de but qui étudient les tireurs adverses et qui établissent des statistiques. Tel joueur, on fait ça aussi en handball. Hein. Oui, tel joueur à 75% il tire à droite, à 25% à terre, à 20% en haut et tout. Bien sûr. Pour préparer son gardien de but à d'éventuels, voilà, à peu près, voilà où est-ce qu'il faut ça vous est arrivé, messieurs, de tirer dans une série de tirs au but, en coupe ou à la Chan en 2011, au Soudan. Oui, contre la Tunisie. On a perdu au pénalty en demi-finale. Et à quel moment vous choisissez le côté? Comment vous choisissez? Est-ce que vous vous dites je vais tirer par là, ou alors c'est au dernier moment? Comment ça se passe? Non, dès le départ. En fait, justement, si ceux qui changent, généralement, on rate. Il ne faut pas changer, en fait. Ah bon? Faut arriver. Certains disent mais il faut être rapide. Bon, je vais, même s'il est blessé en ce moment, il ne joue pas. C'est le numéro 10 du Paris Saint-Germain, Neymar. On dit que Neymar, il prend son temps jusqu'à la dernière minute et il attend il provoque le geste du gardien et il a cette lucidité. Dès que le gardien choisit un côté, il a la capacité de la mettre de l'autre côté. Est-ce qu'on peut faire ça? Tout le monde n'est pas Neymar. Il y en a qui arrivent, comme Neymar, Jorginho aussi. Tu attends le dernier moment pour choisir. Et on voit un moment, on va Ben Hamoud avec les 2 gardiens à l'image. Je pense que Mohamed, sur les caractéristiques du gardien du Marocain, a dû donner des infos. A dû donner des infos justement parce que sachant qu'on pouvait aller au penalty, donc il a dû donner des infos aux tireurs. Alors, Belaïli a peut-être marqué et ramené le penalty qui ont fait les 2 buts algériens, mais l'homme du match, ça a été Mbolhi parce qu'il a fait 2 arrêts très importants dans le match, plus bien évidemment cet arrêt décisif qui a fait basculer la rencontre. Non, mais je pense que c'est collectivement. Après, c'est vrai qu'on aime bien. C'est vrai que le but de Youssef. Enfin, il y a toujours un homme du match dont il fallait choisir, mais les 2 étaient. On va opter pour l'offensif, parce que le but qu'a mis Youssef, c'est extraordinaire. Bizarre ça pour des défenseurs de dire on va opter pour. Il marque, il obtient le penalty. À chaque fois qu'il touche le ballon, il y a danger, c'est pas quelque chose. Après. Ouais, mais si Mbolhi ne sort pas ce 4e penalty, peut-être que. Oui, bien sûr. C'est peut-être différent. Bien sûr, mais après, quand on a une lecture. Mbolhi a mis en valeur les exploits de Belaïli. Il a fait une passe décisive aussi. Ah oui, presque une passe décisive. Elle est retouchée. C'est qui l'a mis sur la poitrine de Belaïli sur le retourné? C'est Draoui qui la donne. Il y a une tête, au milieu de terrain. Non, mais après, d'une manière collective, c'est vrai qu'on peut ressortir Mboli, on peut ressortir Youssef. Mais après ce match, je pense qu'à l'unanimité, tout le monde se souvient du but, quoi.
Et pour longtemps. Ouais, pour longtemps. Avant de se projeter sur Algérie-Qatar de demain, quel bilan vous faites déjà de ce parcours de l'Algérie, avec les turnovers, Allez, on va pas avoir peur des mots. On adore, moi personnellement, j'adore Soudani, mais il n'a pas réussi encore à marquer de son empreinte ce tournoi. Il est encore plus déçu qu'il l'a déçu les supporters. Bon, le tournoi est encore là, donc il peut encore sortir son épingle du jeu. Il y a aussi celui qui est dans son jardin, c'est Bounjah, qui a une blessure. J'ai appris, je crois que c'est la FIFA qui a... C'est le protocole... c'est le protocole commotion cérébrale. Comme il est sorti sur une commotion cérébrale, il est obligé de rester au repos pendant 5 jours. C'est le protocole FIFA. Et il faut savoir qu'il y a un système semblable à la VAR, médical, dédié au choc, aux commotions cérébrales. Il y a des médecins de la FIFA qui sont en tribune avec un certain nombre de caméras et qui suivent ça de près. Et qui arrivent et qui ont les caméras thermiques pour voir s'il y a de la fièvre et tout? Non, juste pour décider de la dangerosité des coups. Mais ouais. C'est vrai qu'il y a un nouveau protocole. Ils arrêtent le jeu directement dès qu'il y a un contact. Bah oui, on a perdu beaucoup de joueurs comme ça sur le terrain. Donc les médecins dont parle Mahmoud, c'est pour déterminer est-ce que c'est vraiment une commotion cérébrale. Parce qu'il y a un point de règlement qui est important. En cas de commotion cérébrale, on peut faire un changement, effectuer un changement au-delà des 5 autorisés. Donc si les médecins attestent que c'est bien une commotion cérébrale, là le club ou la sélection... C'est-à-dire le remplacement du joueur blessé, un 6e remplacement. D'accord. Alors je disais, quelle analyse vous faites du parcours depuis le début du tournoi et les conséquences sur l'organisme physique des joueurs, surtout ceux qui ont été, entre guillemets, prêtés par Belmadi à Bouguera et qui devaient jouer pas des bribes de match, mais pas tous les matchs. Quand on voit Belaïli, par exemple, il doit être carbonisé, d'ailleurs il a même eu beaucoup de repos. Quel bilan physique vous faites de certains joueurs sur le tournoi et de l'équipe en général depuis le début de cette Coupe arabe? De l'équipe en général, il est positif, dans le sens où on est toujours dans le tournoi. Donc il ne peut être que positif. Après, d'une manière individuelle, c'est-à-dire quand vous parlez du Youssef ou les joueurs entre guillemets qui ont été installés par Jamel, je ne pense pas que ce soit un problème physique. Au contraire, le fait qu'ils jouent, au contraire, c'est de bon augure. Il ne faut pas oublier qu'il y a une CAN qui arrive dans un mois. C'est pour ça que je pose la question. Ouais, non, ils auront tout à fait le temps de récupérer. Au contraire, s'il y a un sacre, ce que j'espère, la récupération sera très rapide. S'il n'y avait pas cette Coupe arabe, par exemple, et que les différents championnats arabes se poursuivaient en Arabie Saoudite, pour Mbolhi, au Qatar, en Tunisie. Voilà, en Tunisie. Est-ce que pour vous, ce tournoi est plus intense et mentalement et physiquement pour une bonne préparation? Est-ce que c'est différent? Comme ça, un petit tournoi comme ça. Je pense que c'est totalement différent quand même. Je veux dire, qu'est-ce qui est mieux pour préparer une CAN? Être titulaire ou pas dans son club pendant cette période de 3 semaines, 1 mois, ou jouer c'est presque une antichambre d'un tournoi, hein, c'est presque un stage bloqué, quoi. Et il y a une charge émotionnelle aussi. Après, sur le long terme, je pense qu'il vaut mieux être en tournoi. C'est vrai qu'à court terme, pour être prêt, pour être disponible. C'est juste pour préparer la CAN, hein. Je ne parle pas d'une préparation... Non, mais moi je parle aussi de la CAN. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont venir, qui ne vont pas être beaucoup utilisés, et qui se disent que peut-être ils ne joueront pas à la CAN. Mais en fait, le fait d'être déjà dans le groupe permet à Jamel d'avoir déjà une porte qui est un peu plus grande, une panel qui est un peu plus grande. Donc je pense, en tant que joueur, il vaut mieux être en tournoi qu'être dans son club. Alors vous avez joué en Afrique, beaucoup. C'est quoi la différence, ou les différences très certainement, entre ce genre de tournoi où les stades sont, les pelouses et les stades. Et vous n'avez pas le droit de dire pelouse. Ouais. Ah oui, pourquoi? Non, parce que c'est clair, les pelouses, on met ça de côté, on est d'accord là-dessus. C'est parfait, c'est du billard. Non, bien sûr, tu sens l'organisation. Et la différence, je finis juste ma question, entre ce tournoi et la Coupe d'Afrique qui nous attend au Cameroun, quelles sont les différences? Le climat déjà, l'intensité aussi. Excepté, sans être méchant, mais excepté les derbys, on va dire, maghrébins, il n'y a pas beaucoup d'intensité dans les matchs. Le meilleur match du tournoi, c'est un derby maghrébin, c'est Algérie-Maroc. Il a été élu meilleur match du tournoi. Exactement. Donc je pense que la différence entre une CAN et ce tournoi-là, ça va être déjà dans l'agressivité, dans l'impact physique, au-delà, et en plus du climat. Le climat, la météo, l'humidité aussi. Exactement, parce que même s'il fait chaud au Qatar, bon là il fait quoi, un bon 19-20 degrés. Et ça, les stades sont mais les stades sont climatisés, donc on ne sent pas le Ça joue un peu le soir aussi. Non, c'est différent. Mais moi je pense que le bilan est amplement positif pour la sélection parce que tous les objectifs ont été atteints.
Premièrement, l'Algérie a été et est encore en demi-finale, comme l'a dit Khaled, donc elle est toujours dans le jeu. L'Algérie est la seule sélection qui a croisé deux prétendants au titre. Deux prétendants et deux coriaces équipes. Et aucune autre équipe n'a croisé deux équipes coriaces. Elle est passée. Troisièmement, l'objectif de Metibouga a été atteint. Il est en train de donner des alternatives à Djebel Belmadi. Tout gars, c'est une révélation. Il y a des manques actuellement en défense centrale. Mais les arcs, c'est une option. Quoique, il y a beaucoup de choix avec Boudaoui, avec Ben Nassar, avec... son talent était déjà évident au championnat. Etc. Oui, mais c'est un joueur qui se affirme. Et aussi, le retour tonitruant de Yassine Brahimi, là, qui refrappe à la porte de la sélection A, qui démontre qu'il est encore là, qu'il est encore compétitif. Donc je pense que tous les objectifs ont été atteints. Il y a aussi Ben Debka, dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, qui fait une compétition magnifique. J'ai trouvé son penalty fabuleux, mais il était d'une assurance, son penalty. Il avait je l'ai vu aussi dans le top 3. Oui, super plat du pied, ras du sol, le gardien de l'autre côté. Il avait l'énergie qu'il déploie. Mais il est bon à la récupération. Pourtant, il paraît comme ça, pas très athlétique. Non, il y a beaucoup de volume de jeu. Vous qui défendez, comment vous le trouvez? Moi, je le trouve fabuleux. Il est très très bon. Mais la preuve, c'est qu'il est titulaire à chaque fois. C'est-à-dire que ça tourne au milieu de terrain, mais pas lui. Voilà une des conséquences aussi des exigences de Belmadi. Beaucoup de bons joueurs dans le championnat. Parfois, il était un peu critique. À juste titre, Belmadi, sur le niveau technique du championnat, sur parfois l'hygiène de vie de certains joueurs, la qualité des pelouses. Bon, là, il s'est étalé souvent. Et les joueurs mais il a dit, celui qui a sa place, celui qui a le niveau, il joue en sélection pour peu que celui qui a son poste est moins bon que lui. Il a dit, tant que j'ai moi des bons joueurs, je ne peux pas les enlever. Il a parlé de Sayoud en disant... J'ai ce qu'il faut, c'est pas pour ça qu'il n'est pas bon. Mais il y a des joueurs, ils ont eu envie de partir. Ils se sont dit, allez, si je veux jouer en sélection, si je joue, mon niveau est meilleur que le championnat algérien, je vais trouver une place ailleurs. Alors il y en a plein qui sont partis en Tunisie. Il y a Zolgan, Qadri qui sont partis en Europe, Aboura qui est parti en Europe, Recha qui est parti en Europe, en Turquie. Mais même ceux qui sont partis dans les pays arabes, les pays du Golfe, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, comme Ben Debka, puisqu'on en parle maintenant, le niveau, même si c'est pas un super niveau mondial, ça reste un niveau supérieur au championnat algérien. Il y a l'environnement déjà qui est différent. À mon avis, je pense que... Il y a la gestion des clubs aussi. Exactement. Je pense qu'en Arabie Saoudite ou ailleurs, ils ont les moyens pour pouvoir progresser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour revenir à Ben Debka, c'est que entre quand il est au Mouloudia et maintenant, je pense qu'il a un peu plus de maturité, pris de l'âge. Déjà né à Mouloudia, il a monté d'un pris de l'âge, il est en pleine force de l'âge. Et déjà même avec le Mouloudia, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de volume. Il avait pas mal de déchets des fois techniquement, et là je m'aperçois qu'en fait il s'est amélioré. C'est quoi? C'est le collectif parfois le déchet ou c'est... Ouais, le collectif, vous avez dit les pelouses aussi. Ça aide pas à faire de bonnes passes, ou à faire de... Voilà, ça aide pas à étaler sa qualité technique. Donc l'environnement il est important. En Algérie il y a beaucoup de joueurs qui ont de la qualité. Et en fait on s'en aperçoit quand ils partent. Mais pourquoi? C'est vrai. Pourquoi? Mais parce que l'environnement est meilleur ailleurs. Parce qu'il est mis dans les meilleures conditions. Exactement. Ça veut dire qu'il a appris dans la difficulté ici. Exactement. Il a appris à jouer dans des conditions. En fait, il arrive à un moment où il y a tellement de difficultés que ça reste un être humain. Des fois, il lâche, des fois, ils sont démotivés, des fois. Puis quand ils partent ailleurs, on s'aperçoit que c'est une autre personne. Maintenant, c'est la même. Sauf qu'il est dans les meilleures conditions. Et puis il y a la gestion des clubs, on en parlera dans d'autres thématiques de l'émission, il va y avoir du sport. C'est la gestion, c'est les salaires des joueurs, parfois on est démotivé. Et le mental, ça compte aussi. Regarde, soyons honnêtes. On l'est toujours. Si Ben Sabaini, ou Attal, ou Slimani, ou Soudani étaient restés en Algérie, est-ce qu'ils auraient eu le même niveau qu'ils ont maintenant? Ou Slimani, est-ce qu'ils auraient eu le même niveau qu'ils ont actuellement? Non. Je ne pense pas. Le fait qu'ils soient partis dans des environnements exigeants en fait ressortir le meilleur de ce qu'ils sont en tant que footballeurs. Alors je vais avoir un regard extérieur aux joueurs algériens et de leur cursus et de leur formation. C'est le regard de Mahdi qui a été formé comme toi en France, qui est venu à une saison. Vous avez joué à Monaco, Rouen, si j'en oublie vous me dites aussi, en Belgique, Bruges, oui. À Bruges. Oui. Quand vous êtes venu, quel était votre regard sur le niveau intrinsèque des joueurs individuellement, pas... Ma première impression, ouais. Agréablement surpris du niveau des joueurs. Beaucoup de bons joueurs. Vraiment beaucoup de bons joueurs, beaucoup de qualité technique.
Vous avez affronté des équipes solides la saison dernière. Bien sûr. Sétif a carburé très fort. C'était bonne équipe, beaucoup d'individualités, même fort collectif. CRB, la JSK. Il y a beaucoup de bonnes équipes, il y a beaucoup de bons joueurs. Après, c'est comme c'est ce qu'on se dit en général, hein, c'est l'environnement. Alors s'ils n'ont pas le même cursus que vous, ou les formations que vous avez en France, est-ce que, comme les noms que vient d'égrener Farid, qui sont partis, est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent s'exporter? C'est bien de leur lancer ce message aussi pour que les joueurs travaillent, pour que les joueurs continuent pour qu'ils puissent se vendre, pour que leur carrière soit plus longue et pour qu'ils montent le plus haut. Parce que bon, c'est quoi le rêve d'un joueur? Belmadi l'a dit, mon rêve, je ne l'ai pas réalisé, c'était jouer une Coupe du Monde. C'est pour ça qu'à 10 ans, en regardant une Coupe du Monde, j'avais envie de la jouer. Il ne l'a pas joué en tant que joueur, mais on l'espère, Inch'Allah, la jouer en tant qu'entraîneur. C'est qu'un joueur, il ne faut pas qu'il se limite à un bon contrat ou un bon club. C'est la performance sportive qui compte. Ben, c'est ce qui, comme vous dites, Ben Sbaïné, Attal, tous ces joueurs-là qui peuvent jouer la Ligue des Champions tous les ans, qui ont un niveau d'exigence maintenant, c'est normal qu'on cherche ailleurs après. Est-ce que l'Algérie peut encore fabriquer justement ce genre de joueurs qui finissent par jouer une Ligue des Champions, par exemple, ou une Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez que c'est... Bien sûr. En fait, le vivier, il est exceptionnel ici. Les gens ne se rendent pas compte. En fait, le plus difficile, moi, par rapport à la France, c'est d'avoir des joueurs techniques. Il y en a de moins en moins. Mais ici, il y en a trop même. Alors quand on est à Lyon-la-Duchère, et puis on voit le monde du football extraordinaire qu'il y a à Sétif. C'est une folie, les gens ne s'en rendent pas compte. À Sétif, dans toute la wilaya, on respire le foot. Bien Cette sûr. équipe de l'Entente, on bat au rythme de... Et puis là, vous êtes à Médéa, aussi, c'est une équipe pleine de passion. On en parlait tout à l'heure en antenne avec Mehdi. Il y a une grinta à part dans cette ville aussi, sur cette équipe de Médéa. Il y a une folie qui existe peut-être en Algérie, qui est comparable peut-être juste en Amérique du Sud. Il y a quelque chose ici. Il y a une passion, oui. Il y a une passion, bien sûr qu'il y a une passion. Et c'est ce qui fait que, voilà, après, il ne faut pas que la passion dépasse les limites, en fait. Parce que ça peut paralyser, ça peut démobiliser pas mal de joueurs. Mais il y a une passion qui fait que, voilà, ça donne envie. Ça donne aussi de l'exigence aux joueurs. Ils sachent qu'ils ne peuvent pas se relâcher, sinon il y aura des conséquences, entre guillemets. Mais non, il y a une vraie pression. Et puis l'Algérie, c'est un pays de football. Il y a pas mal de footballeurs, comme je le dis. Hein. Il y a pas mal de jeunes, il y a pas mal de talents ici. Et qu'est-ce qui manque? La rigueur tactique à l'allemande, un peu cette concentration de tous les temps, parce que souvent les joueurs algériens en sélection ou en club, à un moment donné, ils sont déconcentrés, ils lâchent, ils sont plus dans... Et ça, c'est une rigueur très, très... j'allais dire, pour ne pas dire occidentale, mais plutôt européenne. Il faut se poser la question aussi de l'entourage. Parce que là, quand on voit cet effectif, quand on voit des Ben Debka, des Mziani ou d'autres, honnêtement, c'est des joueurs qui n'ont rien à faire en Arabie Saoudite, avec tout le respect que j'ai pour ce championnat. C'est des joueurs qui ont largement leur place dans un championnat du top 5. Belaïli, bien évidemment. Donc, je pense qu'il faut se poser aussi la question de l'entourage des joueurs. C'est un secteur qu'il faut professionnaliser. On va en parler un jour. Il faudra en faire une émission. Que M. Bouguelmouh est un spécialiste de droit du sport, même de managériat du sport. L'entourage aussi, le microcosme de joueurs, c'est important dans sa carrière aussi. Le cousin, le voisin, le papa, le frère, sans faire aucune référence. La maman, parfois. Le fait de quitter c'est pas forcément la meilleure solution. T'es livré à toi-même. C'est des joueurs, après, ils sont obligés de se responsabiliser. Et quand ils arrivent, ils pensent qu'à une chose, c'est le football. Il n'y a plus d'entourage pour perturber, il n'y a que le football. Et c'est peut-être pour ça que les joueurs il faut que le milieu proche protège justement le joueur. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des joueurs qui sont partis du championnat d'Algérie en Europe, qui sont revenus et n'ont pas pu s'adapter. Il y a des joueurs qui refusent le haut niveau, qui refusent les exigences du professionnalisme. Je ne pense pas qu'ils refusent, c'est qu'à un moment, ils arrivent à un moment où ils sont... C'est leur limite. Leur limite, exactement. Ouais. Après, il y a un critère qui est important, c'est la mentalité. C'est tout ce qui est l'aspect mental. Il faut se faire mal, il faut se faire violence. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont de la qualité ici, mais ils ne se font pas violence.
C'est-à-dire qu'ils sont dans un certain confort. Réussir, ça fait mal aussi. Hein. Il faut. Il y a la concurrence aussi à côté. Donc il faut avoir cette sur le banc, les copains, ils font pas de cadeaux aussi. Hein. Et puis mentalement, si tu n'es pas prêt, comme vient de le dire, tu reviens. Mais même ça se travaille au final. Bien sûr. Maintenant, il y a des coachs mentaux, il y a des préparateurs. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand je parlais de l'environnement, je ne parlais pas uniquement de l'environnement d'un club. L'environnement, c'est le familial, c'est l'entourage, c'est les conseillers, c'est tout ça. Alors, parler foot, c'est super plaisant. Moi, j'adore, on peut passer la nuit ici, mais l'heure tourne. On va parler de ce match, justement, du Qatar. C'est la grande inconnue, c'est la seule équipe d'Asie de ce carré d'or. On va voir ce sujet, ce papier préparé par Salah Delbel sur cette confrontation demain soir, 20h. Algérie-Qatar, ou plutôt Qatar-Algérie, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce sera le grand spectacle attendu par deux peuples demain soir, le peuple algérien et le peuple qatari, qui organisent ce tournoi en attendant la Coupe du Monde, bien évidemment, et qui veut voir son équipe aller le plus loin possible. Algérie-Qatar, présentation, Salah Delbel. Attendu comme l'un des favoris du tournoi, la sélection algérienne a su répondre aux attentes portées à son égard. 14 buts inscrits, 6 buts encaissés, 3 victoires et un match nul. Tel est le bilan de Majid Boughara pour ses 4 premiers matchs dans une compétition de cette envergure. L'Algérie s'est facilement qualifiée en quart de finale après 2 victoires face au Soudan et au Liban et un nul face à l'Égypte. Les coéquipiers de Zakaria Draoui ont terminé la phase de poule, deuxième du groupe 4. En quart de finale, le choc face au Maroc a tenu toutes ses promesses. L'Algérie a bataillé pendant 120 minutes pour enfin l'emporter au tir au but devant le détenteur du titre qui a pris la porte dès les quarts de finale. À retenir lors de cette rencontre, le magnifique but de Youssef Belaïli qui a illuminé le ciel de Doha d'un tir des 40 mètres qui a fait le tour du monde. On est monté crescendo. On a commencé avec le Soudan, le Liban qui devenait un peu plus dur, Al Masr, et avec le Maroc. Et puis c'est une équipe aussi qui monte au fur et à mesure. À force d'être ensemble, match après match, la cohésion revient. L'ambition, plus on passe une étape, plus l'ambition est plus grande, plus la motivation est plus grande. On l'a vu entre l'Égypte et le Maroc. L'état d'esprit était très important. Et je l'avais dit en conférence de presse, les derbys, ça joue sur un état d'esprit. Donc il y a un travail psychologique que le staff et que les joueurs doivent faire eux-mêmes. Et dans l'ensemble, même tactiquement, on sent une amélioration match après match, beaucoup plus de discipline, moins de désorganisation. Pour les Verts, le parcours continue. Un autre défi à relever face au Qatar attend Majid Boughara et ses protégés pour espérer rejoindre la finale. Le Magic s'annonce prêt avec un 11 complet, un duo oranais disponible et une grande détermination. Alors par rapport à Bagdad, alhamdoulilah, normalement demain on passe les 6 jours de protocole. Est-ce qu'il était impossible pour nous de le faire jouer, même pour sa santé, on ne va pas prendre le risque parce que s'il lui arrivait un deuxième coup fil à la tête, ça aurait pu être des grosses complications pour toute sa vie. Donc, alhamdoulilah, on s'est qualifié, tout s'est bien passé, il sera là pour le prochain match. Pour Youssef, il a reçu un coup derrière la tête, mais c'était pas grave. Le Qatar a facilement atteint le carré d'or après avoir remporté ses 3 matchs de poule. Le pays hôte s'est imposé avec un lourd score de 4-0 face aux Émirats Arabes Unis en quart de finale. L'Algérie et le Qatar se sont affrontés 5 fois en amical. L'Algérie en a remporté 3 alors que le Qatar a gagné 2 fois face au Fennec. Pour ce premier match officiel assez spécial qui va réunir Yassine Brahimi et ses coéquipiers à leur homologue de l'équipe qatari d'origine algérienne, à savoir Karim Boudiaf et Boualem Khouri. Ce dernier affrontera ce mercredi son pays d'origine. Le milieu de terrain offensif évolue depuis 9 ans au sein de l'équipe nationale du Qatar. Un match enflammé car en plus d'être une rencontre des demi-finales, le 10 match sera également une piste qui opposera des Algériens adversaires. Alors, Mahmoud, premier match officiel, il y a eu 5 matchs amicaux entre les deux nations. Premier match officiel, qu'est-ce qu'on peut... Semi-officiel, parce que selon les statistiques FIFA, c'était un match amical. Ça reste quand même une compétition FIFA. Oui.
Oui. Voilà. Et puis c'est pour un titre. Le titre, ça sera pas en carton-pâte. Si on le remporte, ce sera dans les étagères de Sidi Moussa, je pense, ou de Deli Brahim. Et à la banque surtout. Surtout à la banque. On parlera du. D'ailleurs, déjà dès maintenant, on commence à empocher, je crois, dès les demi. Hein. Il me semble que c'est le troisième. Il y a 2 millions d'euros de prize money pour le troisième. On fera les comptes après. Mais d'abord, dites-nous un peu ce qu'on ne sait pas sur cette sélection du Qatar. J'étais à Doha en 2015. C'était Gourcuff qui était à la tête de la sélection. Je ne sais pas si vous y étiez à l'époque. Il y avait déjà Mahrez titulaire et on a perdu contre une équipe du Qatar drivée par un certain Jamel Belmadi. Ouais. Écoutez, c'est très particulier. L'État du Qatar et sa fédération ont décidé d'utiliser la méthode sud-coréenne, entre guillemets. C'est ce qu'avait fait la Corée du Sud en 2002 quand elle a eu sa Coupe du Monde avec le Japon. C'est-à-dire qu'ils ont pris un groupe de jeunes joueurs et c'est les mêmes joueurs qui ont évolué ensemble depuis les U17, U19 et ils ont monté les catégories successivement. Il y a eu une parenthèse, on en parlait tout à l'heure avec Mehdi, de naturalisation où ils ont ramené des joueurs du Brésil, du Soudan ou d'Afrique subsaharienne. La FIFA a mis le Ola à un moment. Et donc, l'idée principale, c'était de garder une génération et de la suivre sur plusieurs catégories d'âge. Et le sélectionneur lui-même, donc Félix Sanchez, l'Espagnol, sélectionneur de l'équipe du Qatar, a entraîné les U16, les U19, les U20, la sélection olympique, puis la sélection A, parce que là c'est une sélection A qui joue cette compétition. Donc c'est une équipe avec énormément d'automatisme, une cohésion très importante, et c'est une équipe c'est une sélection qui s'est fait inviter pour différentes compétitions. Ils ont joué la Copa América en 2019, c'est une tradition, la Copa América, à chaque édition ils invitent une ou deux équipes, deux nations. Voilà, donc c'était le Qatar et le Japon en 2019, et cette année en 2021 ils ont joué la Gold Cup, qui est la Coupe d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Ils sont invités en guest parce que ils sont qualifiés d'office à la Coupe du Monde, donc ils sont obligés ils aimeraient bien se frotter avec les et c'est exactement ce qu'avait fait la Corée du Sud en 2002. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à un parcours semblable à celui de la Corée du Sud en 2002? On le verra. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment joue cette équipe du Qatar. Quelle est sa façon de jouer? Ah oui, c'est un jeu plutôt technique et pas physique. Donc on n'aura pas les mauvaises surprises des balles aériennes. C'est un peu le tiki-taka, c'est un peu à l'espagnol, quoi. Oui, ils jouent par de petites passes techniques avec deux joueurs qui sont des fusées, Akram Afif et... on va en parler avec nos deux défenseurs, ça va aller très vite devant. Et Mouez, voilà, c'est les deux meilleurs buteurs. Mouez, c'est le meilleur buteur de la compétition et c'est les deux meilleurs buteurs de la section du Qatar. Ils ont claqué 5 buts dans un match. C'était en première mi-temps. Contre les Émirats en quart de finale. Bon, mais il faut dire que cette équipe jusqu'à maintenant n'a pas rencontré une grande opposition. Elle n'a rencontré aucune équipe d'Afrique du Nord. Donc c'est la première sélection d'Afrique du Nord qu'elle va affronter. Jusqu'ici, elle a été un peu épargnée par le tirage au sort et par le tableau. Là, on verra ce que vaut cette équipe. Alors qui a vu le Qatar jouer dans ce tournoi? Moi, j'ai vu le Qatar jouer. Et c'est une équipe, il y a une cohésion, parce qu'ils jouent ensemble depuis plusieurs années. Ils préparent la Coupe du Monde. C'est la première, l'équipe algérienne va rencontrer pour la première fois une équipe A dans ce tournoi. L'équipe d'Égypte, c'était A à peu près, parce qu'il y avait 7 titulaires et 4 absents qui jouaient en Europe. L'équipe du Maroc, c'est l'équipe du Chan, double champion du Chan, renforcé par 3 joueurs qui jouent. Est-ce que cette équipe de Qatar va jouer la Coupe du Monde? Est-ce que c'est cette équipe-là? C'est cette équipe qui va, c'est les titulaires, avec l'entraîneur en chef. Donc si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas encore de tirage au sort des groupes de Coupe du Monde. Si jamais on est qualifié, ça se peut qu'on tombe dans le même groupe que le Qatar. C'est un adversaire d'Asie, donc on peut tomber sur le Qatar. Oui, c'est possible, c'est un tirage plausible. Donc c'est peut-être un adversaire de la Coupe du Monde. Peut-être qu'on va revoir ce match en Coupe du Monde dans un an. Et on oublie de le dire, c'est le champion d'Asie, 2019, le Qatar. Alors, on parlait d'un joueur particulier, c'est Boualem Khoury, qui est un des meneurs de cette équipe milieu de terrain défensif. Du Qatar. Milieu défensif, il joue numéro 16 dans son club, je crois. On va avoir quelques chiffres. On va le voir, surtout le voilà Khoury, qui est natif de Bousmaïl, à quoi, quelques 40
40 km d'Alger, et qui a choisi de faire une belle carrière. Il a gagné déjà beaucoup de trophées avec le Qatar. Oui, il a commencé ici en Algérie, à un club de Cheraga, GSM Cheraga, qui à l'époque était l'équivalent de la 3e division. Le club où a joué un certain... Il jouait avec Slimani. Il jouait avec Slimani. Après les ça je savais pas. Oui, alors, après, le Qatar a opté pour une politique agressive pour renforcer le niveau de son championnat. De faire des OPA sur certains joueurs. Alors ils l'ont mis à laisser, il leur a plu parce qu'à l'époque c'était faible le Qatar, donc, mais il s'est aguerri, il s'est beaucoup amélioré au contact de grands joueurs, de grands entraîneurs. Il y avait des moyens, que ce soit Al-Lakhouia qui est maintenant devenu à Dohaïl. Le club qui a entraîné et Belmadi et en moins de 23 ans Bouguera aussi. Voilà, Bouguera, donc c'est quelqu'un qui s'est amélioré. À l'époque, il y avait des journalistes qui avaient parlé au sélectionneur de l'époque, à Bassadan, voilà, il y a 2 Algériens qui jouent au Qatar. Azine Djoudi a déclaré il y a quelques jours sur un média qu'il avait envoyé une convocation à l'époque où il était entraîneur des Olympiques, je crois. Oui, Olympiques. Qu'il avait envoyé qui n'a pas été honorée à l'époque. Oui, mais pourquoi? Parce que les joueurs voulaient jouer dans la sélection de 2009. Avec Rabah Sadan, mais Rabah Sadan a dit... Cette sélection, on va jouer Khaled. Mais il a dit, là, dans ce secteur-là du jeu, milieu récupérateur, j'ai ce qu'il faut, j'ai mieux que... avec tout le respect qu'il devait à ces 2 joueurs, Karim Boudiaf et Boualam Khouri. Donc, ça les a un peu vexés. Parfois, les entraîneurs assument leur choix. Sadan a fait le bon choix, il s'est qualifié en Coupe du Monde. Aimé Jacquet a fait le bon choix de sortir à l'époque ce que moi j'estimais un des grands génies du foot, c'était Cantona. Pour avoir une équipe. Ginola. Ginola avait fait une boulette contre la Bulgarie, ça se comprend, mais enlever Cantona pour ramener un Zidane qui n'était pas encore le Zidane, il fallait faire ce choix, il les a assumés. Parfois on fait des choix justes et difficiles. Mais après, pour revenir sur les 2 joueurs dont parle collègue, c'est qu'il y a l'âge aussi. Ils n'étaient peut-être pas encore prêts à maturation pour pouvoir intégrer l'équipe nationale A, d'où la convocation de Azine Djoudi par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez peut-être besoin d'abord d'être en Olympique. L'antichambre d'abord de l'équipe pour voir ce que ça donne. Exactement. Beaucoup de joueurs ont fait ce cursus-là, sont passés par là. Mais c'est un cursus normal. Alors on va finir en vous posant la question. D'abord, 2 questions en une. Bouguera qui connaît bien le championnat qatari. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de relation entre Belmadi et Bouguera, même si connaissant Doha, ils sont pas souvent à plus d'1 kilomètre l'un de l'autre. On peut parler au téléphone, c'est pas interdit, on peut donner des sensations. C'est normal qu'il a toujours un regard sur cette sélection, il connaît le football local. Et puis moi, j'avais fait un reportage sur Bouguera coach. J'ai même fait avec lui 2 ou 3 journées de championnat où je l'ai écouté coacher à la mi-temps dans le vestiaire en anglais, please, puisqu'il ne comprenait pas, les joueurs ne comprenaient pas en français, donc il parlait en anglais. C'était des jeunes joueurs qui avaient 19, 20 ans. Certains sont en sélection maintenant. Est-ce que c'est un avantage pour lui d'être en face d'un football qu'il connaît déjà? Bien sûr, il connaît les mentalités surtout. Donc il connaît les points faibles et les points forts de cette équipe du Qatar, d'une manière collective et même individuelle. Bien sûr, c'est un avantage. À votre avis? J'allais poser une autre question, mais je ne veux pas vous mettre en porte-à-voix avec vos dirigeants. Mais est-ce que, par exemple, jouer dans un championnat comme ça, qatari, est-ce que ça vous a ou ça vous passe dans la tête ou pas du tout? En tout cas, pas maintenant. Ouais, c'est envisageable. Je ne me refuserai en fait dans le football. Parce que quand on voit par exemple la vérité d'aujourd'hui, c'est pas la vérité. Quand on voit des terrains comme ceux du Qatar, quand on voit des clubs aussi forts comme ceux de Sed, où il y a pas longtemps, il y avait un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, Xavi, qui coachait, il y a quand même du Sed qui a remporté la Champions League asiatique. Donc il y a du niveau quand même. Bien sûr. Est-ce que ça peut, même si c'est nouveau, même si ça peut gêner parfois, on voit l'Occident parfois se plaindre un peu de l'investissement du Qatar ou de certains pays du Golfe du football mondial, acheter des grands clubs comme le PSG, comme City, comme plein de clubs comme ça. Est-ce qu'il faut continuer à bouder ce genre de championnat ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Au contraire, en fait, il y a une évolution, en plus elle est plus que positive. Là, ils vont accueillir la Coupe du Monde, donc les infrastructures elles sont top. Et puis par rapport à 10 ans, ce que disait le championnat était faible, ils l'ont renforcé en ramenant des joueurs étrangers. Et non, au contraire, aujourd'hui, c'est un championnat compétitif. Quand on voit Brahimi, il y a 1 ou 2 saisons,
quand on voit le niveau de Brahimi sur ce tournoi, parce que je voulais qu'on parle de Yacine, il fait un tournoi fabuleux. C'est probablement un des meilleurs joueurs de l'effectif de Belmadi. Est-ce qu'à votre avis, il a mis une option sur une sélection en Coupe d'Afrique des Nations après avoir joué quoi, 2 saisons au Qatar? C'est sa 2e saison au Qatar? Après, je pense pas que ce soit son niveau qui lui a apporté défaut. Il n'a pas été écarté par rapport à son niveau. Il y a la concurrence. Exactement, c'est la concurrence. Pour revenir à ce que disait, quand il a pas pris le jeune, là, Boualem, Sadan disait parce que j'ai mieux Il y a qui à la place de Brahimi en sélection? Dans la configuration dont joue Jamel, à l'époque, Yacine jouait sur un côté, il y a Youssef qui est arrivé, qui s'installe. Mais là, ils jouent ensemble, parce que souvent, je me suis dit, comment il va faire Bouguera à droite et à gauche, comment il fait? Il y a Saïd Brahma, il y a Farid Boulaya. Il y a Boulaya, en fait... Il y a plein de monde à gauche, ça se bouscule. Hein. Il y a à gauche, à droite, il y a plein de monde de partout. Il y a une équipe qui a beaucoup de concurrence. C'est pour ça, il n'est pas sorti parce que c'est pas un bon joueur, c'est un joueur exceptionnel, Yacine. Alors, on finit sur vos postes. Sur les latéraux, ça a souvent été le problème en sélection, les latéraux. Parfois, ils sont pas assez bons défensivement, parfois, ils sont pas assez bons offensivement, parfois, il y en a un qui est blessé, indisponible. Le milieu récupérateur, ce qui est votre poste de prédilection, chacun votre tour, où la question est la suivante, est-ce que Belmadi a trouvé sa paire pour la CAN, Zarrouqi, Benasser, est-ce qu'il a trouvé leur doublure ou est-ce qu'il faut attendre toujours les dernières semaines pour savoir? Non, je pense que Jamel a déjà ses 23 ou 26, peut-être, on va dire un groupe de 30. Il y a Zorgan aussi qui a gagné sa place dans le quatuor. Qui a joué le match avant le Burkina contre le Djibouti, donc il a déjà à peu près une idée sur la configuration de son groupe. Mais pour revenir au poste, ce que vous venez de dire aujourd'hui, la chance qu'il y a, c'est un peu la chance de certains pays riches, c'est-à-dire qu'on a pas mal de joueurs de qualité à pas mal de postes. Dans les latéraux, on a tout ce qu'il faut, que ce soit à droite ou à gauche. Au milieu de terrain, avec Zerouki, Benasser, puis Fegouli, quand il joue à 3, ou s'il joue à 2, il peut mettre un numéro 10. Donc aujourd'hui, en fait, il a pas mal d'options, Jamel Belmadi. Et les joueurs, il a l'embarras du choix. Moi, il y a un autre joueur qui m'a aussi, je trouve qu'il a fait un tournoi sérieux, costaud, avec ses atouts à lui, c'est Ben Ayada. Qui, moi, je trouve qu'il a été solide mentalement. C'est ce que j'allais dire. Moi, les 2 latéraux, je trouve que ça a été costaud. Ça a été costaud. Pas d'erreur gravissime. Pas d'erreur gravissime. Bloquer son couloir, c'était compliqué contre le Maroc. Il y avait 2 clients de chaque côté. Plus les latéraux, on va dire 4 clients à chaque fois. Et ça a été costaud sur l'ensemble du match. 120 minutes sans erreur. En étant solide derrière, en apportant un petit peu offensivement, parce que ça a quand même apporté. Chété, il a fait des courses, il a percuté balle au pied. J'ai bien aimé le rendement des deux latéraux. Quand pour Ben Ayada, il est déjà un peu installé aussi. C'est pas un novice, il a fait quand même quelques matchs avec les A. Ouais. Ça l'aide mentalement, se dire j'ai eu la confiance de Exactement, Jamel. Mais en fait ça change tout. La valorisation de quelqu'un, ça change tout. Ça c'est la gestion mentale des joueurs, la gestion humaine des joueurs, c'est important. Ça, Belmadi sait le faire. Hein. Mais bien sûr, c'est le management en fait, mais tout le monde. Après, tout ce qui est mis en place, tactique, technique, c'est une chose, mais je veux dire, le plus important, c'est le management. Alors, je vais finir avec le bas qui blesse, messieurs. C'est la paire Belhamri-Mandi. Belhamri est en baisse de forme, alors qu'il a fait une canne époustouflante. Mandi, avec son changement de club, et il est maintenant avec le sous-marin jaune de Villarreal. Des fois, il joue pas. Est-ce qu'on ne change pas une équipe qui gagne? Est-ce qu'on les booste pour qu'ils fassent un bon tournoi? Comment ça se passe comme ça? C'est compliqué parce qu'en fait, c'est 2 postes sensibles en fait. Changer comme ça la veille d'une compétition, une grande compétition, c'est très compliqué. Il y a des complémentarités aussi à avoir. Donc, je ne suis pas dans la tête de Jamel, mais ramener de la concurrence, oui. Tout changer d'un coup, peut-être compliqué. Alors, on finit. Pronostic pour demain, Algérie, Qatar? Victoire de l'Algérie. Victoire 2-0. 2-0. Bon, allez, mouillez-vous, messieurs. Non, parce que vous serez là demain. Non, moi je suis logique. On disait du Maroc qu'il était invincible parce qu'il a gagné 2 fois 4. Mais il n'a pas joué l'Algérie, donc. Il n'a pas joué l'Algérie. Le Qatar n'a joué encore aucune équipe de l'Afrique du Nord. Donc moi, je vois l'Algérie en toute logique. 2-1 pour moi.
2-1, voilà. Donc, je pense que ce sera disputé quand même. Moi, je vous invite à revenir demain après match. On peut regarder le match et vous revenez demain avec plaisir. On va débriefer ce match. Voilà, on a un petit peu débordé, on s'excuse. Merci de votre fidélité. Il va y avoir du sport probablement demain après le match. Et bien sûr, mardi prochain, même heure, sur Canal Algérie. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique derrière la régie, sans laquelle je ne serais rien et je ne serais certainement pas là devant vous. Merci de votre fidélité. À mardi prochain. Bonsoir.